Bonjour et bienvenue. Alors, on est en salle de presse à Barcelone. Il y a du monde autour de nous en train de travailler, donc on va essayer d'être discret et d'être rapide. Thomas, l'actualité du jour, c'est évidemment que nous avons un nouveau champion du monde, Jorge Martin. Et oui, écoute, malgré le week-end parfait de Pecco Bagnaia, pole position, vainqueur au sprint, vainqueur en course, il n'a pas réussi à venir à bout d'un Martin et à lui mettre la pression, à essayer de le faire craquer. Il a pu essayer de revenir un petit peu. Là, en termes de points, il revient à 10 points, mais c'est pas suffisant pour garder sa couronne qu'il avait depuis 2022, pardon. Et voilà. Donc, que dire? Un week-end mémorable pour Martin et puis surtout un titre mérité, hein, même si effectivement après on peut y revenir en termes de stats. Il y en a qui disent que voilà, gagner 11 courses comme ce qu'a fait Pecco face à Martin qu'on a gagné que 3, mais il a été plus régulier, il a fait moins d'erreurs en sprint notamment parce qu'il a gagné 7 victoires en sprint. Donc voilà. Voilà, donc comme tu le disais, Pecco Bagnaia qui a gagné le plus grand nombre de grands prix, mais Martin a la régularité, on va dire. Il a moins fouté que Pecco et titré. Si on passe directement dans l'analyse, où est-ce que Pecco a perdu son titre d'après toi? Et on peut notamment parler de Barcelone, puisqu'il a laissé échapper 12 points qui lui tendaient les bras il y a quelques mois. Écoute, voilà, comme tu dis, 12 points. Il en manquait 10 aujourd'hui. Ça aurait pu faire la différence, mais bon, comme à chaque fois, avec Dessy, on peut refaire le monde. Et là, ça n'a pas suffi pour que Martin puisse ne pas gagner ce titre, qui était mérité, même en interrogeant Fabio Quartararo. Quartararo dit clairement que cette année, la maturité de Martin, lui a permis de rafler cette couronne, d'être plus régulier, de ne pas faire d'erreurs. Et ça a été les erreurs qui ont coûté très cher à Bagnaia cette saison. Oui, c'est ce que disait Pecco il y a quelques semaines. C'est un championnat d'erreurs et c'est celui qui en fera le moins qui sera titré. Et donc, Martin, de mémoire, il en a fait 3. Une à Jerez où il tombe, une au Fashion Ring où il tombe et à Misano où il se trompe dans son choix de pneumatique. Ce sont les 3 plus grosses erreurs le dimanche. C'était aussi les 3 scénarios de la saison où il avait récupéré, Pecco, plus de 19 points sur Martin, ce qui lui aurait permis d'être sacré aujourd'hui. Bon, ça ne l'a pas fait. En tout cas, on a eu une belle saison, on a eu un beau duel. Et Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que ce couronnement de Martin est historique pour le MotoGP? Écoute, c'est le premier pilote indépendant de l'ère du MotoGP à être titré, puisque ça n'était jamais arrivé jusqu'à présent. Donc après, on peut dire effectivement que c'est pas une moto indépendante à proprement parler. Ça reste un soutien usine. C'était même la même moto qu'avait Bagnaia. Mais ça reste sur le papier un team indépendant, sur un pilote indépendant. Donc voilà, c'est historique rien que sur ça. Le dernier, si on prend, on élargit sur l'ère la catégorie Rennes, c'était Rossi en 2001. Donc voilà, écoute, historique rien que sur ça déjà. On a aussi un record de points, même si bon, le système de points a changé, mais voilà, on passe le cap des 500 points en MotoGP avec l'addition des sprints. Que dire d'autre sur Jorge Martin? C'est aussi, je crois, le plus vieux premier. Oui, c'est ça. Le nouveau champion, c'est voilà. C'est surprenant, effectivement. Martin, c'est le plus vieux champion du monde, enfin le plus vieux pilote, à coiffer sa première couronne en MotoGP. Il surpasse Bagnaia qui avait été devenu le plus vieux en 2022. Et voilà, c'est intéressant parce que c'est mine de rien, on pense que ces pilotes sont les plus précoces, et en fait, non, restent les plus vieux. Donc après, voilà, vieux, quand on dit vieux à 26 ans, c'est pas vieux, mais bon, voilà, c'est juste surprenant de voir ce chiffre-là. Et après, ça fait aussi, après, dans les autres choses intéressantes, c'est que malgré le fait que la catégorie Moto 3 existe depuis 2012, c'est le deuxième champion du monde ayant été titré en Moto 3 et titré en MotoGP, donc avec Joan Mir en 2020. Donc voilà, ça aussi c'est intéressant. Et même encore plus largement, je vais te donner ce chiffre-là, c'est le premier vainqueur en Red Bull Rookies Cup à avoir raflé une couronne en catégorie Rennes. Donc, malgré tous les pilotes Red Bull Rookies Cup qu'il y a aujourd'hui en MotoGP, c'est le premier à avoir gagné les 2. Donc, voilà, c'est des choses intéressantes. Et Thomas, fair play de la part de Ducati, puisqu'on a, pendant longtemps dans la saison, on s'est dit c'est pas possible qu'il laisse le numéro 1 partir chez Aprilia, que le pilote officiel en rouge qui a le numéro 1, qui est double champion, soit battu, il va se passer quelque chose. Voilà, il y avait pas mal de discussions autour de ça, sur des questions qui se posent, c'est tout à fait normal. Et les dirigeants de Ducati y ont répondu, ils ont dit qu'ils laisseraient le sport décider. On en a parlé avec Johan Zarco jeudi, il nous a dit c'est la philosophie
d'Aligna. Et voilà, on peut leur dire bravo pour cet exemple de sportivité, de fair play, puisqu'ils ont laissé les choses se régler en piste et non pas ailleurs. Ouais, et puis voilà, de toute façon, c'est sûr que Daligna, il reconnaît de toute façon que c'est pas forcément une erreur, mais en tout cas, il a fait un choix de prendre Marquez l'année prochaine. Il a pris ce risque de laisser partir le champion du monde chez un autre constructeur. Bon, voilà, ça se concrétise. Malgré tout, on se souviendra que le titre de Martin a été sur une Ducati et pas sur une Aprilia. Donc, même s'il porte l'année prochaine le numéro 1, voilà, Ducati sait que de toute façon, ils ont tout raflé cette saison avec 50, alors je ne sais plus à combien on en est maintenant, mais quasiment tous les podiums ont été raflés par Ducati cette saison. Je veux dire, depuis Jerez, Ducati a toujours trusté le podium, à part quelques occasions avec Acosta, c'est tout. Et toutes les victoires, sauf celle de Vignales à Austin. Et puis ça peut aussi être un argument pour Ducati de promotion, de dire que regardez, voilà, nous sommes le seul constructeur qui donne les mêmes chances au team satellite. La preuve, c'est un pilote de chez Pramac qui est titré. On va aussi féliciter Pramac puisque la boucle est bouclée. Ils partent chez Yamaha avec un titre suprême. Ils avaient eu le titre par équipe l'année dernière avec Johan et Jorge. Et maintenant, eh bien, voilà, ils sont sur le toit du monde dans le classement des pilotes. Ouais, bah écoute, là cette année, bon, tu précisais effectivement l'année dernière, il y avait Zarco avec eux, donc un peu plus régulier qu'un Morbidelli qui a découvert la moto très tard, parce qu'il n'a pas fait des essais pendant les pré-saisons. Il a découvert la Ducati au premier Grand Prix au Qatar, donc ça a été compliqué pour lui. Attends, est-ce qu'il était au Qatar d'ailleurs? J'ai un gros doute même, tu vois. Donc c'est pour dire que ça a été compliqué pour lui cette saison et donc pour le team de rafler ou de garder le titre par team. En tout cas, ils ont réussi par pilote. Donc voilà, bravo à eux. Bravo aussi à Pecco qui a été exceptionnel ce week-end, dominateur. Ça va être, en termes de résultats, l'un de ses meilleurs week-ends de la saison, voire en carrière. Il a mené tous les tours du sprint, tous les tours de la course. Il a fait la pole position. Il a dominé quasiment toutes les séances d'essai, en tout cas les séances importantes. Je crois que celle du vendredi après-midi, pardon. Ouais. Mais c'était pas suffisant et on a une image qu'on vous montrera tout à l'heure qui donne le temps aussi pour la saison prochaine. Mais puisqu'on est dans les pilotes satellites, on va vous parler de Marc Marquez qui donc termine 3e du championnat. Le duel entre Marc et Bastianini qui a tourné à la faveur de Marc ici à domicile. Pourtant, c'est pas un circuit qui lui réussit historiquement. Non. Il a bien terminé son week-end, Marc. Ouais, bah, après avoir loupé son sprint, parce qu'il s'est accroché au début du sprint avec Acosta, et donc du coup il a dégringolé au classement, il n'a pas pu remonter, et là il s'est rattrapé sur la course, donc il termine 2e, il a menacé un petit peu Pecco pendant toute la course. Alors est-ce qu'il a on va dire une façon de parler, hein, parce qu'on est en moto, mais est-ce qu'il a levé le pied ou pas? Ça, ce sera une question dont on n'aura jamais la réponse, parce que ça devient son futur coéquipier la saison prochaine, donc on peut imaginer qu'il n'allait pas non plus aller croiser le fer avec Bagnaia la saison, enfin, dans cette dernière course importante pour le team qui allait l'accueillir dans quelques jours, dans 2 jours. Donc, mais oui, bonne fin de saison, 150e podium en Grand Prix, 111e en MotoGP. Voilà. Bon, ça donne le ton, déjà on va en parler, hein, mais ça donne le ton pour la saison prochaine où on voit déjà un Marquez capable d'être sur le podium avec une moto de l'année passée à la fin de la saison sur la dernière course. Donc, voilà. Et devant les GP24 de Bastianini et de Morbidelli. Ce Grand Prix, Thomas, c'était un Grand Prix de dernière. Il y a eu plusieurs adieux, notamment Marquez, Gresini évidemment. Et Marquez reste dans le paddock, de même qu'on pourrait dire Bezzecchi qui va chez Aprilia, donc il quitte l'équipe vers 46 après de longues années. Mais il y a cet homme qui ne sera plus pilote titulaire l'année prochaine. Ils sont 3 au total, on va les citer. D'abord, il y a lui, Aleix Espargaro, qui a fini 5e. Il Capitano et une belle fin de carrière avec Aprilia après des premières années, on va dire, tumultueuses. Oui, c'est sûr que c'est une bonne façon de tirer sa révérence. Hier, il a d'ailleurs fait un petit tour d'honneur sur une de ses 125, donc c'était marrant à voir. Et bon, c'est sûr que c'est un pilote dont le palmarès, beaucoup de personnes vont se demander pourquoi il est ici, mais je pense qu'en fait, c'est un pilote qui a énormément contribué au développement de grandes marques, notamment celle de Suzuki, comme Aprilia. C'est un mec qui roule vite, qui arrive à faire des tours très vite et qui est régulier et qui, du coup, a permis à Aprilia de se retrouver aujourd'hui à ce niveau-là. Donc, c'est lui qui a offert à Aprilia sa première victoire en MotoGP. Enfin,
voilà, c'est lui, il a créé vraiment, enfin, il a vraiment forgé l'histoire d'Aprilia en MotoGP. Alors après, maintenant, est-ce que c'est le pilote le plus rapide? Probablement pas. Et on verra l'année prochaine avec l'année prochaine, en 2 jours maintenant, l'arrivée de Martin, l'arrivée de Bezzecchi aussi également, voir si eux arrivent à franchir un step supplémentaire pour Aprilia et donc montrer que l'Aprilia est capable de tenir tête au Ducati maintenant. Voilà. C'est une histoire de quelques jours maintenant. Donc le programme pour Aleix, il va devenir pilote d'essai chez Honda, où il travaillera aux côtés d'un certain Takaki Nakagami. C'était lui aussi son dernier Grand Prix. Alors Nakagami, il a fait 7 saisons en MotoGP, si je ne me trompe pas. Nakagami, lui, il va devenir pilote de développement au HRC, donc pas le même rôle que les traditionnels pilotes d'essai, comme va le faire Espargaro, et c'est pour ça qu'il c'était potentiellement son dernier Grand Prix tout court, pas forcément, on verra, hein. Il y aura sûrement des wildcards au Japon, mais bon voilà, pour l'instant Nakagami, voilà son destin, et le dernier à se retirer en tant que pilote titulaire, Thomas, c'est Augusto Fernandez, bah ouais, je pense que tu l'as rencontré Daryl en début de week-end, donc tu sais, on sait déjà un peu tout ce qu'il va faire l'année prochaine, mais je te laisse l'opportunité de le dire. pilote d'essai chez Yamaha. Il développera donc la M1, travail qui incombait jusqu'à présent à Cal Crutchlow et Augusto Fernandez. Il a été blessé. Voilà. Et ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui, vas-y. C'est la connexion. Tu es à quelques mètres de moi, mais bon. Donc, Augusto Fernandez, son objectif, en fait, c'est de prouver via ses essais et via ses apparitions sur les Grands Prix dans les prochaines années, qui mérite d'être titulaire en MotoGP et donc de revenir avec un guidon de titulaire. Il a préféré ça aux offres qu'il avait en Moto2 et potentiellement en championnat du monde Superbike. Ouais, absolument. Il voulait pas redescendre sur une petite moto, comme il disait. Il préfère piloter des grosses motos. Ça, c'était ses propos il y a quelques mois. Et effectivement, il a eu cette opportunité chez Yamaha. Je pense que ça va être important pour Yamaha de mettre maintenant les bouchées doubles aussi en termes de pilote d'essai, puisque Cal Crutchlow, cette saison, a été blessé. Donc, comme on le disait, il n'a pas fait les wildcards pour lesquels il était prévu. Il s'est fait remplacer par Rémi Garner. Rémi Garner qui est passé par le MotoGP, mais qui a dû, lui, découvrir la moto dans le cadre d'un week-end de Grand Prix, donc c'est pas du tout les bonnes conditions pour pouvoir développer une moto. Donc voilà, écoute, je pense que ça va être un bon élément pour développer cette Yamaha. Maintenant, après, on sait que le boulot de développeur, enfin pas de développeur, mais du coup de pilote d'essai est un boulot. Alors, je sais pas si c'est le bon mot, mais un boulot ingrat. Hein. C'est faire des ronds pendant des heures et des heures sur des circuits tout seul. Il va falloir qu'ils dégrossissent le travail des 4 pilotes Yamaha la saison prochaine, parce qu'il y aura 4 Yamaha la saison prochaine. Donc, ça sera un gros boulot, de grosses responsabilités. Mais je pense que c'est la bonne recrue pour Yamaha, justement, de pouvoir compter sur un pilote comme Fernandez qui, effectivement, malgré les résultats qui ne sont pas forcément au niveau de son coéquipier cette saison, qui était Pedro Acosta, ça reste un pilote qui est capable de faire de belles choses. Donc, il reste champion du monde. Je pense que c'est une bonne recrue. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Donc, comme tu l'as vu, on vient de mettre, puisque tu parlais de Yamaha, Quartararo à l'image. Quartararo qui finit donc meilleur pilote Yamaha du jour, 11e, et meilleur pilote Yamaha au championnat, évidemment. Toi, tu étais avec lui tout à l'heure en débrief. Qu'est-ce qu'il nous a dit de son week-end et plus globalement du projet, de l'actualité autour de lui? Alors après, comme il disait, en fait, l'avantage cette saison, c'est d'avoir eu les concessions. Donc, ça a permis à Yamaha de changer totalement de braquet, façon de parler, mais de changer d'état d'esprit, de pouvoir développer la moto de façon moins incrémentale. C'est-à-dire, voilà, on fait des gros changements, on apporte un nouveau moteur, on change l'électronique. Donc, ça a permis de franchir des steps. Il pense avoir amélioré encore son pilotage, d'avoir beaucoup appris cette saison. Par contre, effectivement, ça va pas assez vite. Ça, c'est sûr, hein, que même Ducati a aussi fait un step. Eux, ils essaient de combler ce retard. Donc, ça prend du temps. Il y a eu des bons résultats en deuxième partie de saison. Le podium, il l'a pas eu, contrairement aux saisons passées. Mais voilà, une 6e place, je crois, comme meilleur résultat en Malaisie. Maintenant, il faut mettre les bouchées doubles. Donc, il y aura 4 Yamaha la saison prochaine, comme on a dit, un pilote d'essai. Voilà, un nouveau moteur en préparation, donc le V4. Alors, est-ce qu'il va sortir la saison prochaine? Ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il va sortir plus tard? On ne sait pas non plus. Mais en tout cas, il y a un V4 en préparation. Bon, en tout cas, tous les voyants sont ouverts pour Yamaha. Maintenant, il faut que ça avance plus vite pour que le projet prenne une autre dimension et vienne au niveau des Ducati. On va passer à Johan Zarco. Donc lui, même destin que Fabio, mais chez Honda, meilleur pilote Honda du jour, 14e, et meilleur pilote Honda de la saison, loin devant Takaki Nakagami.
Bon, Zarco, en débrief, il expliquait que, évidemment, il a fait un mauvais choix de pneus, il pense, sur cette course-là. Il espérait avoir un extra en performance à la fin de la course pour pouvoir remonter, mais il a trop perdu au début, il n'arrivait pas à se mettre bien dans le rythme. On rappelle que les températures étaient relativement froides. Ici, je crois que de mémoire, c'était 25 en piste. Donc, bien moins froid que quand on vient généralement à Barcelone. Mais en fait, ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on lui disait, c'est que là, une 14e place, aujourd'hui, pour lui, c'est un résultat qui est quand même très décevant. Alors qu'en début d'année, il devait se dépouiller sur la moto et compter sur des erreurs devant lui pour terminer dans les points. Donc, en fait, ça montre qu'il y a eu de réels progrès chez Honda qui ont modifié les objectifs et les ambitions de Johan Zarco. Il lui-même disait que, content de voir les progrès personnels et puis de la Honda, je le cite, hein, je me suis ouvert de nouvelles portes. Donc maintenant, il va falloir que ça continue, que l'émulation qu'il y a autour de ces résultats, le fait qu'ils puissent jouer des top 10 en fin de saison, des passages en dessous de tout ça, il entraîne de nouveaux développements chez Honda, que la moto continue à s'améliorer pour arriver à terme à jouer devant. Et on sait que l'objectif, Thomas, de Johan, c'est d'avoir un contrat pour la nouvelle réglementation en 2027. Donc d'être là encore au moins 3 ans de plus. Ouais, exactement. Bah là, encore une fois, tu as tout résumé. C'est vrai que Zarco, il est dans, voilà, c'est le meilleur soldat de chez Honda. Il fait le job au maximum de ce qu'il peut faire. Intéressant aussi de montrer que le team officiel Honda est dernier des classements des équipes, alors que LCR, justement, je crois qu'ils ont quasiment plus que doublé le nombre de points à eux deux que les deux pilotes comme Luca Marini et Joan Mir, qui est d'ailleurs lui aussi tombé encore aujourd'hui. Donc voilà. Du côté de chez LCR, du côté de chez Zarco, je pense que le développement suit son cours encore une fois. Alors après, est-ce que ça va suffisamment vite? Probablement pas. Peut-être que l'arrivée d'Aleix Espargaro va pouvoir mettre un coup de collier derrière ce projet. Maintenant, voilà, on sait que les Ducati, comme je le disais tout à l'heure, c'est compliqué d'aller les chercher l'année prochaine. Tout le monde attend un Marquez devant, et donc forcément, ça va rajouter encore moins d'opportunités pour les autres constructeurs de se battre pour le podium. Si on a un Pecco Bagnaia, pardon, un Marquez qui se bat tout le temps devant, ça laisse qu'une seule opportunité, une seule marge du podium à occuper. Donc voilà. Justement, tiens, transition parfaite. Direction 2025, on a mis cette image parce qu'elle résume la journée, la fin de saison. Et ça annonce aussi peut-être une revanche pour Pecco Bagnaia qui a donc été détrôné. En 2022-2023, il avait été titré. Il est battu, je crois que des gens t'appellent dans la salle de presse. Thomas, j'entends ton prénom crier. Tu as trop d'admirateurs. Non, même pas. Non, même pas. Je pense que c'est quelqu'un d'autre. Donc voilà, direction 2025. 2025, c'est mardi. Alors, les détails. Il y a un test de pré-saison qui va débuter à 10h et se terminer à 17h. Sauf modification. On y sera. Il va y avoir beaucoup de choses à observer. Marc Marquez en rouge. Mais aussi, Jorge Martin sur l'Aprilia. Thomas, comment est-ce que tu vois ce nouveau défi? Et alors, je vais citer un texto que j'ai reçu tout à l'heure d'un fidèle observateur du championnat. Il a dit que Martin profite de son succès parce que ça risque d'être très différent l'année prochaine. Qu'est-ce que tu penses de cela? Ah oui, ça va être différent. C'est sûr que le rapport de force sera différent. Ils n'auront pas les mêmes motos, déjà. Donc maintenant, ce sera plus à dire on se bat à armes égales. Donc je sais pas. Honnêtement, je suis curieux de voir les premiers tours de roue mardi. Franchement, je n'ai aucun avis sur le truc, mais je suis curieux de voir les premiers tours de roue de Martin sur l'Aprilia. L'une des réponses qui nous était faite par un technicien du paddock, c'était aussi que oui, effectivement, les Aprilia sont aujourd'hui en dessous d'autres machines, mais en même temps, est-ce que Aleix Espargaro ou Maverick Viñales, avec tout le respect qu'on leur doit, est-ce que ce sont des pilotes les plus talentueux? Et est-ce qu'ils ont aussi faim aujourd'hui que Jorge Martin? Est-ce qu'il ne va pas gagner quelques dixièmes par rapport à eux sur à la fois ses capacités, mais aussi sa motivation actuelle? On va dire, on sait que ça se joue à rien aujourd'hui. Hein. En l'espace de entre 1 et 5 dixièmes, tu peux passer de deuxième à 12e. Est-ce que Martin va pouvoir
mettre tout son talent et permettre à Aprilia on va dire, de rivaliser avec Ducati, avec KTM. On verra aussi comment ça se passe pour Vignales et pour Bastianini sur la KTM. Ça va aussi être mardi leur premier tour avec la RC16. Qu'est-ce que tu attends d'autre de ce test? Qu'est-ce que tu as hâte de suivre? J'ai hâte aussi de voir comment Pramac se débrouille en passant d'un constructeur qui gagne tous les week-ends à un constructeur ce sera beaucoup plus compliqué avec 2 nouveaux pilotes, Jack Miller et Miguel Oliveira. Donc on verra ce que ça va donner aussi. Ce sont 2 pilotes qui ont connu plusieurs motos différentes. Je rappelle que Jack Miller, il est passé par Honda, KTM, Ducati. Maintenant, il est chez Yamaha, donc il aura cette expérience-là. Est-ce que ça apportera une expérience à Yamaha? Miguel Oliveira, il est passé chez KTM et chez Aprilia. Voilà. Écoute, je pense que ce sont 2 bonnes recrues maintenant. Il ne faudra pas s'attendre à des résultats explosifs dès le début, ça c'est sûr. Enfin, je pense que ça reste une évidence. Maintenant, il va falloir tenir sur la durée. Il va y avoir des coups de mouche, j'ose imaginer. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant de voir comment l'expérience du team Pramac va contribuer peut-être à mettre un coup de collier à ce projet Yamaha. Donc, intéressant aussi. Et l'arrivée de trois nouveaux pilotes, 3 rookies. Enfin, on aura aussi un classement dans le championnat à suivre, puisqu'il n'y en avait pas cette année. Pedro Acosta était le seul débutant. Ce sera Fermin Aldeguer sur la Ducati Gresini, donc le modèle GP24. Ce sera Ayogura sur l'Aprilia de chez Trackhouse. Et le dernier, aide-moi, Chantra. Chantra, effectivement, à la place de Nakagami sur la Honda. Écoute, là, c'est pareil, hein, en termes de rookie, il faudra. On va dire qui tout double. Soit il s'adapte très rapidement et là, on va se retrouver avec des rookies qui font de belles performances. Je pense à Di Giannantonio sa première saison. Je pense à Zarco, à Quartararo. Enfin voilà, tous les pilotes qui sont arrivés, qui ont débarqué du Moto2, ils ont pour certains réussi à franchir un cap dès le début. Bezeki également. Enfin voilà, Martin. C'était que lui, le dernier rookie vainqueur en date. Donc voilà, ça va être intéressant. Et je pense qu'il y a de bonnes recrues. Maintenant, on sait que Chantra, c'était pas le pilote le plus rapide. Hein. Il a fait de belles performances en Moto2. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, ce qu'il va apporter, Chantra, c'est aussi une énorme visibilité pour la part de Honda pour le championnat en Thaïlande et plus globalement en Asie. Donc ça, je pense que la popularité de Chantra va pouvoir donner un coup de boost à un team comme LCR et donner une énorme visibilité. Et du côté d'Ogura, on verra aussi ce que ça donne parce que c'est un pilote qui met du temps, c'est un besogneux, c'est quelqu'un qui travaille, qui met beaucoup de temps à se mettre en place, mais une fois qu'il est en place, il peut être imbattable. Voilà, donc la seule inconnue, ça va être Aldeguer. Effectivement, une recrue de très tôt et voir si Ducati s'est pas trompé. Voilà. Et bien, sur ces belles paroles, il ne reste plus qu'à vous dire à mardi. Salut.